Alors, juste pour dire, pour cette question d'opposition et d'où, à partir de quelles expériences je vais réagir, je vais faire le réacteur. Donc, c'est à partir d'expériences d'accompagnement d'institutions, de structures dans des aventures de ce type-là. J'ai envie de dire que la caricature, il y a une forme caricaturale dans cette opposition, mais qui, à mon avis, a un petit caractère historique. Je me reconnais bien dans un parcours, finalement, on va parler de parcours, d'une période d'il y a une vingtaine d'années, ou un peu plus longue, quart de siècle, on va dire, où ces questions-là apparaissaient comme une alternative au système tel qu'il existait, avec aujourd'hui une évolution, et je crois qu'on a un travail à faire. Je répondrai à la demande de Philippe, qu'est-ce qu'on fait lundi. C'est la construction déjà dans notre manière de poser cet objet de la modularisation dans des systèmes hybrides. L'idée n'est pas de transformer un modèle existant en un autre modèle. L'idée, c'est d'essayer de faire vivre un système hybride et avec l'idée d'élargir la palette de l'ensemble des acteurs. Et ça, je le dis d'autant plus qu'avec tous les travaux qu'on fait, que ce soit avec des décideurs, avec des formateurs, avec des gestionnaires de systèmes, le premier obstacle que l'on rencontre, c'est que dès qu'on prononce le terme modularisation ou individualisation, l'image qui se construit, et nous sommes certainement partie prenante de cette image-là, c'est qu'il s'agit de mettre à terre le système tel qu'il existe aujourd'hui et d'en construire un nouveau. Bon, là, il faut faire preuve un peu de pragmatisme. Aujourd'hui, ces systèmes-là, avec la souplesse, c'est pour ça que je préfère le terme système souple de formation au terme individualisation de la formation, ces systèmes souples de formation, pour pouvoir exister dans l'ensemble de contraintes d'aujourd'hui, que ce soit financier, dispositif, que ce soit aussi des habitudes sociales, ça ne peut être qu'un système hybride. C'est pas pour autant que ça résout les problèmes, mais en tout cas, il y a une première question qui est de se construire la représentation de comment ça va marcher une fois qu'on aura engagé le projet dans sa phase, on va dire, de fonctionnement et non plus dans sa phase expérimentale. Et c'est un véritable travail qui est à mener. Donc ça serait ma première remarque. La deuxième remarque, et en termes de processus, c'est que dans ces questions-là, il y a bien des points de vue. À titre très personnel, je me bats toujours sur le lien entre modularisation et découpage, parce que j'ai l'impression que ce dont il s'agit, c'est de... Alors j'ai rien contre les charcutiers et les bouchers, mais qu'il s'agit de prendre un morceau de quelque chose, qui serait, je ne sais pas ce qui serait, un programme, par exemple, et qu'il s'agirait de le découper. Or, la question n'est pas là. Comme l'a dit Marc Aboukal, la première question est qu'est-ce qu'on fait lundi quand on rentre dans des processus de ce type-là? C'est de dire, mais pourquoi vous voulez modulariser? Pourquoi on pose cette question-là? Parce que c'est un sacré boulot de modulariser. Et alors, déjà, il existe déjà sur le marché, on va dire, un certain nombre de référentiels de formation qui sont modularisés. Mais quand on regarde la mise en œuvre, leur mise en œuvre, c'est une mise en œuvre linéaire. Mais n'empêche, dans leur organisation, donc je préfère le mot organisation modulaire que découpage modulaire, leur organisation modulaire dans la mise en œuvre. Et je prends en référence les titres de branches professionnelles, qui très souvent, les certificats de qualification professionnelle ont des structures modulaires, mais simplement, ils sont mis en œuvre de façon linéaire. Donc la question me semble-t-il, la question préalable, c'est pourquoi modulariser? Alors aujourd'hui, avec les quelques établissements de formation par alternance que nous accompagnons, des CFA, pourquoi veulent-ils modulariser? Ils veulent modulariser parce que les conseils régionaux leur disent qu'il faut modulariser. Mais il faut modulariser, et si on fait référence au livre blanc de l'apprentissage, l'idée de la modularisation, c'est de prendre en compte les acquis des personnes accueillies en formation, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des 16-18 ans qui sortent de l'appareil scolaire en difficulté, on a d'autres publics pour lesquels il va bien falloir aménager à un moment donné, si on veut bien prendre en compte leur parcours antérieur, il va falloir aménager l'offre qui est faite, et donc ça nécessite une forme de modularisation. Et puis le livre blanc de l'apprentissage, il dit aujourd'hui que normalement, on peut signer un contrat d'apprentissage toute l'année, alors que qu'est-ce qu'a produit le système des centres de formation par alternance? Il s'est calé sur le système scolaire, et donc on signe les contrats d'apprentissage, on va dire du mois de juillet au mois de décembre, voire au mois de janvier, quand on a des problématiques de remplissage, puisque c'est comme ça qu'on parle, on a des problèmes pour remplir les sections, et puis que simplement, les gens qui arrivent après l'heure, c'est-à-dire après le mois de septembre, quand on a commencé les groupes, le numéro 1,
le B1 qui va venir toutes les 3 semaines, bah, ceux qui vont arriver 3 semaines après ou un mois après, bah, ils vont prendre le train là où ça commence. Alors qu'ils ont peut-être besoin, justement, ils ont certainement d'autant plus besoin, parce que leur projet n'est pas structuré, bah, qu'on recommence un parcours avec eux. Donc on pourrait dire que le premier travail, qu'est-ce qu'on fait lundi? On essaye de s'interroger et de voir à quel public on s'adresse, quelle est cette typologie de public, et d'essayer de voir quelle est la réponse la plus adaptée que l'on veut pouvoir proposer pour modulariser. Alors ensuite, quand on va se poser cette question-là, on va tomber sur des problématiques d'organisation. On va ensuite poser des questions de mise en œuvre de la formation. Et pour terminer ce propos-là, on a aujourd'hui, nous, tendance, avec plusieurs consultants, à dissocier la fonction qu'on appelle fonction accueil, recueil, analyse de la demande, de la fonction ingénierie de parcours et accompagnement, de la mise en œuvre du parcours. Mais là, on est sur une mise en œuvre, on n'est pas sur des problématiques pédagogiques. D'une autre fonction qu'on appelle mise en œuvre pédagogique, et là on se pose des questions liées à l'apprentissage et au rapport au savoir, et puis d'une autre fonction qui serait suivi et gestion. Et nous on essaie de dissocier tout ça pour que les questions dont on pose ici bah, puissent être traitées de façon différente, parce que quand on se pose la question de la modularisation du point de vue de l'analyse de la demande, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que derrière il y a quelqu'un qui est capable de construire bah, une réponse à la demande telle qu'elle est formulée, si jamais cette réponse-là n'existe pas dans le catalogue. Voilà ce que je voulais dire. Merci Jean. Vous voulez intervenir? Oui, sachant que juste après... Comme tu veux, Jean. Tu es l'animateur ce matin, si tu veux, tu peux y aller. Hein. Très rapidement. Très rapidement, donc sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que je pense qu'il faut se poser la question aussi de l'intérêt d'individualiser et pour qui. Hein. Donc pour l'apprenant, il y a certaines raisons, certains objectifs. Pour l'institution, donc le financeur, pour le centre de formation aussi, ce sont d'autres objectifs. On part du postulat que c'est bien pour au moins 2 sur 3. Voilà, je ne dis pas lesquels, mais ça peut être... voilà. Et donc à partir de là, la modularisation, moi je vois la modularisation dans le cadre d'une formation individualisée comme un outil et un moyen d'introduire de la souplesse dans un dispositif en fait, hein, mais c'est pas une fin en soi. Voilà, donc c'est bien c'est bien dans ce cadre-là. Et en fait, c'est après le système de formation, parce que vous parlez du système de formation souple en fait qui pourrait remplacer l'individualisation. Moi, je pense que c'est la souplesse du dispositif en fait qui permet l'individualisation. Voilà, c'est juste sur des. Alors Stéphane est juste après. Questions, interventions, remarques. Donc vous pouvez fourbir vos arguments. Parce que tu as posé une question quand même, c'est qu'est-ce qu'on fait lundi matin? Je pense qu'il faut se poser cette question-là. Déjà, pourquoi on se pose cette question-là dans les systèmes éducatifs? Parce qu'on pourrait faire la même chose que le lundi d'avant. Hein, ça pourrait être une solution assez simple. Et oui, à défaut. Mais on se pose cette question-là parce qu'il y a, je crois, hein, très franchement, deux problématiques qui sont celles de la peur et celle de l'échec final du dispositif. Et l'échec final, moi, 18 ans de direction derrière moi, j'ai dirigé des systèmes de formation professionnelle continue, d'apprentissage, de formation initiale. J'ai toujours entendu en gros le même discours. D'un côté, il y a l'apprenant qui dit bah écoutez, moi j'ai eu une formation inadaptée, c'était pas intéressant, puis éventuellement le formateur était incompétent. Hein. Puis de l'autre côté, il y a l'éducateur, le formateur qui dit bah oui, mais enfin lui, il avait pas les prérequis ou il travaillait pas, puis il était pas motivé. Donc, et ça, c'est en plus extrêmement confortable parce que ça permet de renvoyer sur l'autre. Personne ne se remet en cause, comme disait Raymond Barre, hein, l'immobilisme est en marche et rien ne saurait l'arrêter. C'est tout à fait confortable, y compris pour le manager, parce que le manager que je suis, par exemple, peut s'appuyer là-dessus en mettant en opposition les uns et les autres. Et finalement, ça évite un truc absolument énorme, c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire de se poser la question de ce qu'on va faire lundi matin, c'est-à-dire d'ouvrir la boîte de Pandore.
Parce que là, on va ouvrir la boîte de Pandore des représentations à l'intérieur de l'institution, des métiers, des bases de rémunération, des équilibres de pouvoir, des modes de management. C'est abominable de faire ça. C'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est comment on se suicide le lundi matin pour le manager. Donc là, il y a quand même une problématique. Donc moi, je sais pas trop répondre à qu'est-ce qu'on fait lundi matin, mais il y a une chose que j'ai appris à faire, c'est d'analyser les erreurs que j'ai faites mercredi, jeudi, vendredi. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup. Donc la parole est à vous dans l'ordre que vous voulez. Voilà, monsieur, si vous voulez bien simplement dire votre nom et puis votre institution, s'il vous plaît. Alors Alain Scrobec, conseiller de formation continue de la DAFPIC de Rouen. Je vais reprendre un peu ce qui a été dit ce matin et essayer de faire quelque chose d'un peu global. Moi j'ai une première observation. C'est sur la définition de l'individualisation. Je trouve qu'elle est très courte par rapport à tout ce qui est dit ultérieurement dans les autres pages. Alors, je ne pense pas que c'est un hasard. Et je trouve que d'une part, elle est courte et que deuxièmement, des choses essentielles, je ne les y retrouve pas. Notamment, pouvoir accéder à tout moment à la formation, travailler à son niveau et à son rythme et avoir une progression pédagogique individuelle. Et je pense que cette définition plus précise pourrait inciter à mettre en place une organisation, puisque c'est l'objet de la table ronde de cet après-midi, qui puisse effectivement répondre à ces préoccupations détaillées. Je poursuis sur l'organisation des dispositifs. C'est vrai que c'est la question centrale sur laquelle la plupart des organismes achoppent. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui a été dit est très partagé. Tout le monde est d'accord pour mettre en place de la formation individualisée, mais comment on s'y prend? Et c'est vrai que les conseils régionaux ont la même difficulté. Donc je crois qu'à partir de caractéristiques du service individualisé, accéder à tout moment à la formation, avoir un calendrier propre pour ses contraintes, avoir une régulation de parcours adaptée, toutes ces choses-là entraînent en fait une organisation qui va dispenser ce service. Et je pense précisément, par exemple, à la globalisation de l'offre de formation. Qu'est-ce qu'on fait lundi? Par exemple, c'est que le lundi, le français qui est offert à un stage, à un public, eh bien, ce français soit offert à tous les stagiaires qui se présentent à l'organisme de formation. C'est-à-dire qu'on travaille éminemment sur la globalisation du service rendu aux stagiaires. Comment on va pouvoir accueillir les stagiaires à tout moment? Comment on va pouvoir modifier leur emploi du temps? Comment on va pouvoir réorienter leurs projets? Et je crois que c'est là, en fait, qu'il faudrait, de mon point de vue, travailler. C'est-à-dire que si on décrit précisément le service rendu, eh bien, ça va permettre de définir l'organisation qui va la rendre. Et une fois qu'on aura défini cette organisation, on pourra conduire un projet qui va effectivement mettre en œuvre une organisation qui va produire ce service individualisé. Je crois que tant qu'on travaillera, qu'on insistera sur le service, ça sera un vrai plaisir. Mais aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, puisque c'est l'objet de la table ronde de cet après-midi, il est souhaitable de définir quelle organisation, quel management. Et c'est vrai que ça serait une erreur de se centrer ou sur le formateur ou sur le stagiaire, mais quelle organisation va avec. Et je finirai sur les financeurs, puisque les conseils régionaux, finalement, ils souhaitent de l'individualisation, mais ils ont du mal à donner des appels d'offres qui vont inciter à mettre en place des formations individualisées. Ce matin, il était question de dire quelle est la différence entre une formation individualisée et une formation classique. Eh bien, on peut dire que la formation individualisée, c'est la déstagification. Plutôt que d'avoir une formation qui soit la même pour toutes, eh bien, c'est de construire la formation à partir de l'individu. Voilà. Merci, monsieur, pour ce témoignage, qui est plutôt qu'une question. C'est un vrai témoignage qui complète tout à fait d'ailleurs le travail. Là, moi, juste une petite réaction au vol par rapport au début de votre intervention. C'est que je crois que vous êtes dans une logique un peu que je qualifierais de charte de qualité. Plus normative peut-être que l'exercice de la conférence de consensus, dont l'objectif est de réunir un certain nombre d'experts, avec toutes les limites de l'exercice, de façon à les faire déboucher sur un état de l'art et un état en quelque sorte de la réflexion qui est peut-être moins prescriptif, et c'est pas dans ma bouche du tout une critique, de dire que le prescriptif par moment est tout à fait souhaitable, que la démarche de la charte qualité, par exemple, qui serait une autre procédure du point de vue méthodologique.
D'autres interventions ou d'autres remarques ou questions? Oui. Jean Besançon, Institut Édutaire. Ça, je vais faire une remarque, mais pour le plaisir de lancer un peu de polémique. Voilà. Je vais réagir sur le dernier intervenant qui m'en excuse. Je vais essayer de le dire gentiment. Une formation où à n'importe quel moment, quelqu'un qui a envie de se former peut se former, ça me paraît un système fou. Je ne vois qu'un seul équivalent, c'est on peut rentrer à n'importe quel moment dans un hypermarché ouvert le dimanche, on choisit les produits et c'est bon. Moi, je ne crois pas du tout que la formation, ce soit un processus de ce genre. Et si on tient compte de ce qui s'est dit ce matin, de se dire que les conditions en particulier de négociation entre un sujet et une organisation, l'acteur et le système, enfin bref, la psychologie, la sociologie, enfin bon, c'est une vieille histoire qui nous occupe, on se rend bien compte que cette rencontre, elle ne va pas de soi. Elle peut éventuellement bien se passer, mais l'idée qu'à n'importe quel moment, un sujet libre puisse se former librement, on est dans une vision de la formation que je trouve personnellement, je suis sûr que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez, hein, mais on est dans une vision de la formation qui est extraordinairement individualisée, individualiste, où est renvoyé au sujet le fait de se former bien tout seul. S'il ne se forme pas bien tout seul, au bout, ça va quand même bien être de sa faute. Je ne crois pas que la formation, ce soit ça. Puis quand on pense à des questions d'éducation, il arrive qu'à des enfants, ils veulent quelque chose, on ne leur donne pas tout de suite, c'est pas forcément un drame. Hein. Mais je me dis, sur les questions de formation, c'est pas forcément un drame non plus. Voilà. Merci Jean. Merci Jean et merci à monsieur. Et je pense qu'on ne va pas rentrer dans le débat si vous voulez bien, mais je pense qu'on a là l'illustration assez claire de ce que c'est qu'une conférence de consensus. Vous voyez, c'est ça pendant 6 mois. Et là, le fait d'arriver à ceci, pour moi, est une vraie réussite. Même si, monsieur, vous avez parfaitement raison tout à l'heure de le dire, et Jean a parfaitement raison de réagir selon ta conception à toi, le débat n'est pas clos, loin de là, mais on a stabilisé un certain nombre de choses. C'est là-dessus qu'on discute. On continue encore pour 5 minutes avant de passer à la deuxième et dernière partie de la table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, madame. Alors Valérie Fabre, formatrice et coordinatrice pédagogique dans un CFA CFPPA. Alors moi je suis un petit peu frustrée parce que j'étais venue justement en me disant peut-être qu'enfin quelqu'un va me dire ce que je fais lundi. Et en fait je me pose une question par rapport à l'individualisation. Donc moi je travaille pour lundi matin, excusez-moi, c'est Jean Cuperol qui est là. D'accord, mais je verrai avec lui après. Je me dis, bon, voilà, on parle d'une formation qui reconnaît et prend en compte la singularité des sujets. Et moi, je me dis, finalement, comment fait-on aujourd'hui pour positionner quelqu'un précisément pour pouvoir construire un parcours de formation? C'est-à-dire que les freins, selon moi, je me dis, bon, on entre des personnes en formation, il faut qu'on construise un système de positionnement finalement suffisamment précis, qui tienne compte du vécu de la personne, mais aussi de nos capacités ensuite à proposer des ressources qui vont répondre aux besoins de l'individu, et tout ça quand même en sachant que le but de la formation, c'est pas de former pour former, mais qu'il y a derrière une question de professionnalisation. Ça veut dire que la personne derrière a un projet professionnel. Donc voilà, donc je sais pas si j'aurai une réponse pour lundi, mais... Pas toutes les réponses, mais du moins un petit bout de réponse d'ici lundi. Stéphane. Ouais, je sais pas, il y a une autre question que j'aurais aimé poser, c'est qu'en plus, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'on répond pas à un projet professionnel dans l'absolu. Souvent, on répond à un projet de vie, à des ambitions, à des rêves, à un tas de trucs. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, je ne crois absolument pas à l'illusion de l'objet de positionnement universel, définitif, hermétique, clé en main. Ça serait super. Hein. Si on trouvait, si vous avez, moi j'achète, même assez cher d'ailleurs, parce qu'on ferait un fric fou en tant que responsable financier, ça m'intéresserait. Mais derrière cela, je crois que c'est bien ce qu'on a essayé de nous faire émerger dans nos échanges, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de solution miracle qu'on n'avait pas les ingrédients quand même pour essayer de rester en éveil, pour essayer de construire pratiquement chaque jour ce positionnement en même temps qu'on avance
dans le parcours de l'individu. Donc, je suis désolé, le positionnement, il va jusqu'à l'évaluation pratiquement. Enfin, moi, dans mon vécu personnel, je le vois comme ça. Et évidemment, ça simplifie pas la tâche, ça rassure pas le formateur. Ça, j'en ai complètement conscience. Mais je pense que Marc ou d'autres ici pourraient parler quand même de l'outillage qu'on peut apporter aux formateurs pour qu'ils ne soient pas désespérés tout seuls le lundi matin, bien sûr. Je ne répondrai pas à la totalité de la question. Bon, néanmoins, ce que j'ai développé donc autour de la question de la professionnalisation des acteurs peut apporter un petit élément de réponse, puisque, comme vous, moi j'ai focalisé dans cette définition que l'on a faite ensemble, moi j'ai beaucoup focalisé sur quelques éléments, prendre en compte la singularité du sujet, se situer dans une perspective autonomisante et de construction identitaire. Et précisément, je me suis dit, mais si j'étais formateur, quelles questions je me pose par rapport à ça, quoi, pour me situer dans cette perspective. Et je me dis, une des questions qui me vient à l'esprit, c'est sur quelle base je m'appuie pour conduire cette réflexion, pour prendre mes repères. Une autre question qui, de mon point de vue, se pose aux formateurs, c'est quand dans mon acte d'intervention en situation de positionnement tel que vous venez de le décrire de façon concrète, donc c'est à quelle construction de société je participe, à quel citoyen en fait je participe dans l'acte de formation. Et par rapport à ça, moi j'ai juste un petit élément de réponse, donc qui ne va pas vous outiller pour lundi matin, hein, mais qui peut peut-être quand même aider. Moi je développe beaucoup l'intérêt de travailler sur la posture, et je m'appuie la posture professionnelle, et je vais un petit peu expliquer ce que j'entends par là. Donc à la fois en prenant... C'est la deuxième partie de la table ronde, c'est pas grave. L'animateur est complètement perdu, de toute façon, on ne sait plus, il y a des gens qui interviennent dans tous les sens. Donc la posture, je dis, il me semble que la question de la dame fait écho chez moi par rapport à cette... Et je vois le temps qui passe et je suis pas sûre de... c'est pas toi qui garante du temps, là, que c'est ceci. Donc je vais aller assez vite. C'est-à-dire que quand je dis une posture professionnelle, pour moi, donc j'ai travaillé sur la notion de posture, je l'ai définie, c'est pour moi la manière dont dans les actes, dans les actions quotidiennes, dans les gestes professionnels des formateurs, des enseignants, se traduit les croyances, les intentions qu'il a par rapport à l'enseignement et l'apprentissage. Et je pense que dans la complexité des situations qui composent les dispositifs de formation individualisés, les dispositifs de formation en général aujourd'hui, il importe d'outiller les formateurs pour prendre ces repères-là en formation de formateurs. Puisque suivant que vous avez une analyse de vos propres perceptions, croyances en formation, plus centrée sur une transmission de savoir, plus centrée sur le développement de la personne, ou plus intéressée par le processus cognitif, vous n'allez pas développer les mêmes gestes, et vous n'allez pas avoir la même façon d'entrer en relation avec la personne. Et donc c'est sur cet axe-là que je pense qu'il y a à creuser et à développer. Alors peut-être pas comme ça de but en blanc, parce que tous les formateurs n'y sont pas prêts, mais je pense que l'infiltration de ce travail-là dans d'autres modalités de formation de formateurs me paraît indispensable. Et j'avais envie, vous entendant évoquer un certain nombre de conditions pour que chacun trouve au bon moment sa formation. Vous avez évoqué beaucoup de conditions matérielles, j'avais envie d'ajouter, et aussi des conditions de mobilisation des formateurs et des acteurs en général, quoi. Oui, juste toujours en réponse à l'idée aux outillages. C'est vrai que je pense que vous aurez beau outiller tant que vous voudrez quand même les formateurs. S'ils restent dans le type d'organisation classique dans ce qu'ils sont, ou dans la même organisation, ça ne changera rien. Je pense que tant qu'on ne sortira pas de toute façon du schéma et
de l'action, du temps et du lieu, hein, donc les 3 dimensions de la formation classique. On aura beau outiller, je ne pense pas qu'on change beaucoup. Donc, ce qui veut dire que le problème se pose à un niveau beaucoup plus important d'organisation et de management, parce que vous aurez beau avoir aussi une volonté des formateurs de changer quelque chose, si vous avez une direction qui ne suit pas derrière, ça ne fonctionnera pas. Donc, je crois qu'il y a vraiment les choses à prendre d'une façon beaucoup plus générale, et le petit bout de la lorgnette qui sont les outils n'est pas forcément toujours le bon.